Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'invite l'agriculteur du 29, producteur de lait, Pierrick, donc agriculteur près de Quimperlé dans le 29, hein. Je te donne la parole, je crois qu'aujourd'hui tu veux intervenir sur le thème de l'eau, hein. Alors c'est d'actualité parce que bon, à chaque année on est embêté avec les sécheresses. Donc je te laisse la parole, Pierrick. Bonjour à tout le monde, merci Philippe de l'invitation. Et donc, effectivement, on va parler de l'eau parce que c'est un sujet d'actualité. Et alors, chez nous, là, je suis en Fils, et à toi, vraiment en Bretagne, ben, on tire la langue. Franchement, on tire la langue, on voit les pâtures qui sont en train de lâcher. Et ça m'agace. Ça m'agace parce que euh, les remèdes qui sont apportés ne sont pas à la hauteur. Et franchement, je vais même dire, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais bon, avant de commencer, je commence toujours quand je parle de l'eau, je fais toujours un petit cours de sémantique, Oui, c'est-à-dire j'explique le sens des mots. On nous, comment dirais-je, on nous ressasse sans cesse, on nous parle toujours de la ressource en eau, on est bien d'accord? Sauf que l'eau déjà n'est pas une ressource. C'est déjà un premier mensonge. Je prends l'exemple du bois pour expliquer ce qu'est une ressource, c'est-à-dire que le bois, si on ne plante pas de bois ou si on ne le laisse pas pousser naturellement et qu'on continue à couper comme on est en train de faire, inévitablement, à un moment donné, il n'y en aura plus. On est bien d'accord. oui, L'eau, c'est pas le cas. C'est un cycle. Personne ne peut dire, alors moi parfois je dis ça sous forme de plaisanterie, mais personne ne peut dire, un matin j'avais la gueule de bois, j'ai mélangé quelques molécules d'oxygène avec quelques molécules d'hydrogène, j'ai secoué, j'ai bu, ça m'a fait un bien fou, je venais d'inventer l'eau. Eh bien non, personne ne peut dire ça. L'eau, elle est là, naturellement, oui, et il n'y a pas d'usine à eau, il n'y a pas de création d'eau, elle est là. Parce que c'est un cycle, oui, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh, donc c'est pas une ressource, mais c'est pas anodin le fait qu'on nous parle de ça. Ensuite, il y a la consommation d'eau. Alors donc, on nous, pareil, rebat les oreilles en permanence avec cette histoire de consommation d'eau. Alors, c'est faux. Deuxième mensonge, le bois on le consomme. Quand on le met dans le poêle, par exemple, ben, on va avoir de la chaleur, on est bien d'accord, et des cendres. Ça se transforme. L'eau, eh ben, tu peux boire de l'eau, tu bois un litre d'eau, ben, tu vas aller rejeter un litre d'eau sous oui. forme d'urine, mais aussi sous forme de transpiration. En fait, il y a la même quantité d'eau qui rentre, qui sort. Dans une maison d'habitation, tu fais rentrer 100 litres d'eau, il y a 100 litres d'eau qui va ressortir. C'est comme ça. Donc, on ne la consomme pas, en fait, on l'utilise. Oui. Et donc, on ne devrait jamais parler de ressources en eau, ni de consommation d'eau. On devrait parler de cycle de l'eau et d'utilisation de l'eau. Parce qu'on l'utilise, on ne la consomme pas. Ça, ces deux notions, c'est absolument essentiel de les comprendre et de les maîtriser. Absolument. Parce que tout le discours qui nous est rabâché à longueur de journée, c'est toujours la consommation de l'eau et la ressource en eau. En fait, on nous parle de l'eau comme si c'était un volume. Oui, C'est faux. C'est pas un volume, en fait. C'est bien la notion de cycle qu'il faut comprendre. oui, parce L'eau, ça tourne. qu'Arnaud Rousseau ramène ça, ils disent, voilà, en gros, si on veut irriguer, on va utiliser 3% de l'eau qui pleut sur une année sur le territoire. Bah oui, ils schématisent ça par des chiffres, mais c'est Ouais, pas là qu'il faut aller. mais non. Et en fait, c'est bien cette notion-là. Donc, on est constamment en train de nous parler d'un volume d'eau donc, qui n'existe pas, ce qui est un volume d'eau qui serait en train de diminuer, de diminuer, de diminuer. Tu vois, comme si on avait une énorme cuve d'eau au-dessus de la tête qui serait en train de baisser, de baisser, de baisser. Si ça, c'est pas anxiogène, ou, comme on dit aujourd'hui, éco-anxiogène, Oui. eh ben voilà, c'est bien là le problème. Hmm. Alors qu'en fait, l'eau, en fait, elle rentre, elle sort et elle tourne. Alors, ça, c'est quelque chose d'absolument important à comprendre. Donc, on nous met dans une situation de peur. Et il n'y a pas lieu d'avoir peur. En fait, il y a la même quantité d'eau sur le globe depuis que le monde est monde.
C'est toujours la même eau, en fait, qui tourne. C'est là le cycle, tu vois. Alors, comme disait, comment je dirais, ma voisine Anne-Marie, qui était fan, elle me disait qu'elle, lorsqu'elle était à l'école, qu'elle était petite fille, qu'elle était à l'école, ses professeurs lui disaient, n'oubliez pas que nous buvons l'eau que les Romains ont urinée. Alors, c'est une phrase qui est absolument essentielle à comprendre. Elle dit tout, cette phrase-là, en fait. Donc, elle parle bien du cycle, puisque c'est l'eau que les Romains ont urinée qu'on Oui, retrouve, qu'on est en train de boire. Donc, oui, c'est le cycle, c'est la même eau qu'on retrouve. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'on ne la consomme pas, mais qu'on l'utilise. Parce qu'elle fait que, tu vois, pour qu'elle revienne dans le cycle. Voilà. Donc, c'est bien ces deux notions-là qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, si on consommait de l'eau, à mon avis, il y a bien longtemps que les océans seraient vides. C'est pas le cas. Donc, non, ça prouve bien que c'est un cycle. Alors, je vais aussi expliquer, donc, ça, c'est deux notions qu'il faut bien comprendre. Donc, l'eau, on l'utilise et l'eau, c'est un cycle. Hein. Il y a l'autre notion aussi qu'il faut bien comprendre, c'est l'évaporation de l'eau. C'est une oui, notion qui est absolument importante à maîtriser et à comprendre. Euh, il y a plein de gens, voilà, qui nous disent en permanence que l'eau qui s'évapore, c'est de l'eau perdue. Ah, eh bien, pas du tout. En fait, euh, comment l'évaporation de l'eau, comment se fait l'évaporation de l'eau? C'est une notion chimique, enfin physique d'ailleurs aussi plutôt, et c'est une notion qu'il faut absolument comprendre. En fait, l'eau, pour s'évaporer, elle prend l'énergie de son support. Alors, je vais illustrer ça. Quand on va à la plage, par exemple, là ou à la piscine, tu vas te baigner, tu ressors, tu as froid, tu oui, as un peu froid. C'est normal, c'est l'eau qui prend la chaleur de ton corps pour s'évaporer. Tu vois? Donc, ta température corporelle baisse. Tu t'essuies, tu n'as plus froid parce qu'il n'y a plus d'eau, donc il y a plus de perte de chaleur. Je prends l'exemple parfois aussi sur une route en plein été, là, ça pourrait être maintenant. oui, Tiens, tu balances un seau d'eau sur une route oui, et tu reviens un quart d'heure après, ta route est sèche. En fait, oui. l'eau a pris la chaleur de la route et s'est évaporée. D'accord? Et donc, dans un sol, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour monter 1 gramme d'eau de 1 degré, je lui ai dit de 1 degré, il Oui. faut 4 joules. Pour faire évaporer ce même gramme d'eau, il faut 2250 joules, soit 500 fois plus. La conclusion, c'est que l'évaporation de l'eau, c'est une véritable pompe à énergie. En fait, l'eau, en s'évaporant, elle prend l'énergie et elle monte dans l'atmosphère. En fait, c'est la seule façon qui est à notre disposition pour évacuer la chaleur. Si tu n'as pas d'eau, bah, tu n'as pas d'évaporation et tu n'as pas d'évacuation de chaleur. D'accord? Donc, c'est une notion qu'il faut absolument comprendre. Et ensuite, l'eau, donc, qui part sous forme de vapeur d'eau, monte dans les strates hautes de l'atmosphère, où il fait froid, condensation, l'énergie part, Oui, et la vapeur d'eau se transforme en eau et nous revient sous forme de pluie. c'est ça. Voilà, on est bien d'accord. C'est comme ça que ça se passe au-dessus de l'océan, mais c'est comme ça que ça se passe aussi au-dessus du continent. C'est exactement la même chose. Donc, l'évaporation de l'eau, c'est un bienfait. Non seulement ça évacue la chaleur, mais aussi ça prépare les futures pluies. Voilà. Donc, quand on nous dit que l'eau qui s'évapore, c'est de l'eau perdue, troisième mensonge. C'est pas vrai. Je viens d'expliquer pourquoi. Et ça, c'est c'est scientifique. On ne peut pas me contredire là-dessus. Ah ben non. Ben non, c'est voilà. Donc en fait, l'eau n'est jamais perdue en fait. Elle nous revient sous forme de pluie. Donc le cycle de l'eau, on va y aller maintenant. Le cycle de l'eau, celui qu'on nous apprend à l'école, qui veut dire là au-dessus de l'océan, évaporation, on retrouve, condensation, un peu de vent, et ça nous arrive après, après refroidissement, ça arrive sous forme de pluie. Voilà.
Donc, ce cycle-là, il est vrai, il n'y a pas de souci, sauf qu'il est incomplet. Donc, les pluies qui nous viennent de l'océan, c'est à peu près 30% de nos pluies, pas plus. Ce n'est Mhm. que 30%. Le reste, ça vient du continent, de nos terres, donc de la végétation, entre autres. Et c'est là qu'on revient sur ce que j'ai dit au début. Donc, je parle d'évaporation de l'eau. Voilà. Quand il y a de l'eau sur la terre, sur le sol qui s'évapore, voilà, ben, l'eau on va revenir sous forme de pluie. Mais il y a aussi la végétation qui, comme nous, pompe de l'eau. Et il y a l'évapotranspiration. Oui. Nous, c'est la transpiration. Les plantes, c'est l'évapotranspiration. Mais c'est exactement la même chose. Donc, les végétaux verts rejettent de l'eau, de la vapeur d'eau. En fait, ils sont en train de réguler leur température corporelle. Nous, c'est pareil, quand on transpire, là, en ce moment, on transpire beaucoup et après, on va boire de l'eau parce qu'on a soif. En fait, c'est notre corps qui évacue la chaleur par la transpiration. Oui. Tu vois? Donc Oui. après, tu vas boire de l'eau parce que tu as soif. Mhm. Mais c'est exactement pareil, hein. Si tu ne transpires pas, tu vas exploser. Tu auras trop Ah chaud. oui. Ah oui. Hein, on est d'accord, hein. Quand tu as la fièvre, tu es malade, tu as la fièvre, tu transpires. C'est pour évacuer notre organisme. Et l'organisme, il est secoué par la maladie. Donc, eh ben, il t'en surchauffe, hein, tout simplement. Et à ce moment-là, bah, tu transpires pour évacuer la chaleur et ensuite tu as soif. Donc, tu bois de l'eau pour compenser ce que tu as perdu. Mhm. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et les végétaux, c'est pareil. Donc, ce que l'on sait maintenant, c'est que il y a une partie donc de l'eau qui vient de l'océan et il y Oui. a une partie de l'eau de la pluie qui vient de la végétation. Oui. Donc, la végétation transpire, évapotranspire, le sol, voilà, les réserves d'eau, évaporation, et ensuite, ça nous revient sous forme de condensation, donc de pluie. Voilà. Et mais il y a un troisième cycle encore en plus, et ça, ce sont deux Russes, Anastasia Makarieva et Victor Gouchkov, qui ont théorisé là-dessus, qui savent que lorsque les plantes évapotranspirent, il y a une partie de l'eau qui part un peu plus loin, de la vapeur d'eau qui part un peu plus loin. Parce que le cycle qu'on nous a appris à l'école, qui est vrai, mais il fonctionne sur à peu près 500-600 km à l'intérieur d'un continent. Et pourtant, il pleut un peu plus loin. Et en fait, c'est ça, c'est la succession de forêts ou de végétation verte qui fait qu'il pleut à l'intérieur d'un continent. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il pleut sur des milliers de kilomètres. Donc, l'eau est trimballée comme ça sur des milliers de kilomètres. Donc, première fois, la pluie, et ensuite évaporation, évapotranspiration, et il y a une partie qui part et qui retombe un peu plus loin et qui est elle-même évaporée, évapotranspirée et qui continue comme ça, tu vois. Et ça finit à un moment donné dans l'océan de nouveau. Donc, c'est toujours une histoire de cycle. Donc, en fait, cette histoire de 70% de l'eau de pluie qu'on reçoit, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été théorisé ça à la fois par l'université de Rennes et l'INRA. Et c'est la fusion des deux qui a donné l'INRAE. Oui, INRAE. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a maintenant. En fait, c'est la fusion entre ces deux entités. Et c'est eux qui ont théorisé là-dessus. Donc, ça part par la végétation verte, principalement. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est d'où on vient maintenant, où on est et vers où on va. Oui. En fait, je prends l'exemple de la Bretagne. C'était une région qui était faite de petites parcelles Oui. avec des talus. Et Oui. puis, chaque parcelle avait un chemin d'accès qui était cabossé, Tout défoncé. à fait. Tout à fait. Hein. Et donc, quand l'eau, quand il pleuvait, il y avait une partie de l'eau qui était stabilisée dans le chemin, l'autre qui allait à Oui. gauche, à droite dans les parcelles, Oui. qui étaient souvent des prairies, avec parfois des vergers. Et Oui. sur les talus, il y avait encore des arbres. Donc, l'eau était stockée par la prairie, par l'humus, donc avait le temps de s'infiltrer Oui. pour une partie, avait aussi par la végétation verte était évapotranspirée, et puis par les talus avec les arbres, là aussi, pareil, c'était absorbé par la végétation et évapotranspiré. Et ensuite, et ça passait comme ça. Et donc, ça nous revenait sous forme de pluie. C'est pour ça qu'à un moment donné, on disait en Bretagne, il pleut en permanence. Depuis
Et c'était souvent en Normandie, c'était pareil. Et dans beaucoup de régions de France, c'était un peu ça aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la Révolution verte, qui porte mal son nom, et qui a conduit à, comment dirais-je, à l'arasement, au remembrement et à l'arasement des talus. Et rien n'a été compensé. Non. Conclusion, et on a fait le choix, de la PAC de 92 est arrivé par là aussi après, où on a fait le choix, et ça va te parler, on a fait le choix de subventionner les céréales au détriment des pâtures. Donc, et là, j'arrive à une région qui est pas très loin de chez toi, les Deux-Sèvres, pas Oui, très très loin. oui. C'était le Marais Poitevin. Hmm. Voilà. Donc, les Deux-Sèvres, c'est le pays de Luc Guyot. On est bien d'accord, hein. C'est la Vendée, Luc Guyot. Ouais. C'est la Donc, Vendée. mais Mais c'est les Deux-Sèvres, c'est chez moi parce que le Maine-et-Loire touche les Deux-Sèvres. voilà. Donc, les Deux-Sèvres, c'était une région où il y avait beaucoup d'élevage, hein. Ouais, Ça ah faisait bah oui, partie du oui. Marais Poitevin. Hein, on est bien Oui, oui. d'accord. C'était une zone où il y avait beaucoup d'élevage, beaucoup de prairies et beaucoup de haies. Quand Hmm, la PAC de 92 est arrivée, on a dégagé, avec les primes PAC, on a dégagé les vaches, hmm. donc l'élevage, on a dégagé les prairies, dégagé les haies, et on a semé des céréales. Tout à fait. Et depuis 20-25 ans, qu'est-ce qu'on a? Régulièrement, tous les ans, systématiquement dans les Deux-Sèvres, on a des sécheresses. Oui. Parce qu'on a cassé ce cycle de l'eau. Voilà. Donc, c'est bien le problème de la céréalisation, ou, si tu veux, le problème des céréales, comment dirais-je, tant qu'elles sont vertes, elles font le boulot. Oui. Elles pompent de l'eau, elles rejettent l'évapotranspiration. À partir du moment où elles commencent à jaunir, donc à partir de la fin mai, voilà, elles jaunissent, peut-être un peu plus tôt, même chez toi d'ailleurs, mais elles commencent à jaunir, puis elles mûrissent, donc elles sont de plus en plus jaunes, et elles finissent par être carrément jaunes. Ça veut dire que là, elles ne pompent plus d'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi plus d'évapotranspiration. Donc, il n'y a plus d'évacuation de la chaleur. Tu comprends? Oui. Ce qui veut dire que lorsqu'on est devant des milliers d'hectares de céréales, Oui. en fait, on est en train de créer en plein été, comme il n'y a plus d'évacuation de chaleur, il n'y a plus d'évapotranspiration, il n'y a plus de pluie en retour, eh bien, on est devant un désert de plusieurs milliers d'hectares. Oui. Voilà. Comme C'est ils ont juste, fait aux États-Unis ou en Australie. Il faut mais savoir en fait, que souvent les gens, on parle du maïs, parce que le problème du maïs, c'est une culture d'été. Mais le maïs, avec 200 millimètres d'eau, déjà, on arrive à faire des maïs, ça dépend des endroits, mais il y en a qui mettent 200 à 250 millimètres d'eau. Une céréale, c'est entre 6 et 700, un blé. ouais. Donc, Et- sauf qu'on n'en parle jamais, tu sais pourquoi? Parce que c'est implanté au mois d'octobre. mais oui, mais là aussi, oh, ça va plus loin que ça. Parce que puisque tu me lances le sujet, je vais y aller rapidement. En fait, il y a une aberration dans ce système-là. On pointe toujours du doigt sur les besoins du maïs en eau. Oui, Or, pour faire 1 kilo de matière sèche de maïs, il faut à peu près 250 litres d'eau. Pour faire 1 kilo de maïs grain, il faut 350 litres d'eau. oui, Pour faire 1 kilo de grains de céréales, orge, blé, oui, il faut à peu près 500-600 litres d'eau. Tu oui, vois? c'est ça ce que je disais. Ouais, ben ouais, c'est ça. Donc déjà, tu vois, on augmente. Si on veut faire du soja, c'est à peu près 900 litres d'eau. Et le riz, c'est 3500 à 5000 litres d'eau. Ah oui, oui. Ah oui. Et les légumes, tu sais d'où vient le mot maraîchage, au fait? Non, vas-y. Le mot maraîchage, ça vient de marais. Oui, ah oui, Parce exact. que, en fait, ouais, parce qu'en fait, les légumes ont besoin de beaucoup d'eau. Marais. Et c'est là que je pointe l'aberration des gens qui nous disent qu'il faut arrêter de manger de la viande et qu'il faut manger des légumes et des céréales pour économiser de l'eau. Mais en fait, les légumes, ce sont des gourmands en eau, en fait. Les céréales, c'est pareil, bien plus que le maïs, quelque part. Je suis désolé. Donc, il y a l'aberration. En fait, le problème du maïs, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça n'a strictement rien à voir. À la limite, c'est une plante économe en eau. Tu vois? Oui, C'est le modèle agricole qui est mis en place avec le bien maïs. sûr, bien sûr. Voilà. Si Mais c'est ça, personne ne raisonné, dit. si c'est raisonné sur les territoires, le maïs, il a toute sa place. Mais justement, Mais surtout en ce moment, faut le raisonner sur les territoires. Il faut pas aller le mettre dans les coteaux où il faut faire
15 passages d'enrouleur, c'est tout. Ben, voilà, et puis en fait, c'est bien ce modèle d'agriculture intensive qui veut ça, quoi. Mais en Oui. fait, sinon, sur l'eau, c'est un faux problème. Dire que le maïs est gourmand en eau, en fait, c'est faux. C'est une plante qui est plutôt économe. Donc, c'est une aberration. Mais le problème, c'est que les gens n'expliquent pas. Ceux qui tiennent les discours sur l'eau, ils n'expliquent rien. Tu vois, moi, déjà, j'ai expliqué comment se passait l'évaporation de l'eau. Je suis en train d'expliquer comment se fait le cycle de l'eau. Je suis en train d'expliquer pourquoi c'est pas une ressource, pourquoi on ne consomme pas. Tu vois, j'ai déjà expliqué beaucoup de choses déjà. Mais personne n'explique ça. Donc, c'est pas là le problème. Donc, ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, c'était déjà arrivé dans l'histoire auparavant au niveau de la Mauricie, c'est-à-dire dans le nord de l'Afrique, tout le bassin qui va du Maroc à l'Algérie, de Tunisie, Oui. qui était, avant l'arrivée des Romains, c'était des terres, comme chez nous, en fait, des terres grasses, riches, profondes. Et les Romains, parce qu'il y avait beaucoup de végétation, et les Romains, quand ils sont arrivés là, ils ont vu le potentiel des terrains, ils ont voulu en faire le grenier à grains de l'Empire romain. Donc, ils ont coupé tous les arbres. Ils ont labouré, ils ont mis les sols à nu. Ah, et ben, ils ont créé le désert, en fait, tu vois. Mais il y a une autre zone donc, comme ça. Le géographe Strabon, alors ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui cette affaire-là, il disait à son époque qu'un écureuil pouvait traverser la péninsule ibérique, donc l'Espagne, du détroit de Gibraltar jusqu'aux Pyrénées, Oui. d'arbre en arbre, sans toucher le sol. Oui. Oui, ça, je sais, ça. Je me rappelle de ça. Et à l'époque, tu vois, et à l'époque, en fait, l'Espagne, ça avait un climat tempéré Ah oui, et, et oui, et ils avaient des pluies régulières. Depuis, il y a le tourisme qui est passé par là et voilà. l'agriculture industrielle, où on couvre les terrains de, de serres et on a coupé les arbres. Aujourd'hui, c'est même compliqué de trouver un arbre pour se mettre à l'ombre. En Espagne, oui. Eh oui, mais c'est ça le problème. Donc, ils ont coupé leur végétation. Donc, les solutions, c'est grave. Et ce qui se passe dans le sud de la France, c'est le même modèle où on est en train de dégager les arbres. Alors, petite nuance importante. Il faut se calquer sur le modèle des forêts de feuillus, parce que les forêts de feuillus ont besoin de 2 fois plus d'eau que les conifères. La conséquence, et je vais aller un peu plus loin après, les conifères, donc les sapins, ont besoin de 2 fois moins d'eau que les feuillus. Donc 2 fois moins d'eau, ça veut dire 2 fois moins d'évapotranspiration, deux Oui. fois moins d'évacuation de la chaleur et 2 fois moins de pluie en retour. D'accord? Quand on nous dit, donc je prends 2 exemples. Quand on parle du bassin aquitain, où il fait constamment sec, il faut Oui. savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le bassin aquitain était d'une forêt de feuillus. Aujourd'hui, c'est une forêt de conifères. Conclusion, ils ont moins de pluie et ils sont régulièrement ravagés par les incendies. Quand on nous dit, autre exemple, que les forêts du Morvan souffrent du réchauffement climatique, et en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est d'abord parce ils sont en train de faire évoluer les essences de leur forêt. Ils avaient, pour l'instant, une forêt de feuillus. Or, un feuillu, chêne, châtaignier, quand tu as 20 ans, si tu mets un chêne en place ou un châtaignier, c'est pas toi qui vas en profiter, c'est tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants. Il faudra 3, 4 générations après toi. Tandis qu'un sapin, tu le plantes à 20 ans, à 40, 45 ans, tu as déjà une première coupe, tu Oui. replantes, pour ta retraite, tu as une deuxième coupe. En fait, sauf que la conséquence, c'est d'abord, tu changes la nature de ton sol, voilà, et aussi, tu reviens sur ce que je viens d'expliquer avant, et là, tu as moins d'évacuation, tu as besoin de moins d'eau, donc tu as moins d'évapotranspiration, du coup, moins d'évacuation de chaleur et moins de pluie en retour. En fait, tu crées ton problème toi-même. Voilà. En définitive, c'est pas le réchauffement climatique qui détruit la forêt de Morvan, c'est la spéculation. C'est juste ça. Parce qu'on veut accélérer les choses.
Alors que si on continuait à avoir des forêts de feuillus, on aurait des pluies régulières, beaucoup plus rapidement. Donc, dans le changement qu'on constate, Ouais, climatique, qu'on constate, qui a eu lieu à d'autres époques, mais visiblement, il est plus rapide qu'à d'autres époques, mais ça a eu lieu à d'autres époques. L'homme, pour toi, et les choix qu'on fait, agricoles, puisque nous, on est agriculteurs, les choix qu'on fait ont une importance. C'est ce que tu es en train avec de, carrément, c'est ce que tu es en train de mais dire. carrément. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a les choix qu'on fait au niveau culturel, je veux dire. Culturel, oui. Donc, ah, et culturel, oui, oui. Il y a ces choix-là au niveau agricole, donc avec le remembrement, l'évacuation, parce qu'en fait, on passe notre temps à évacuer notre eau. Mais il y a aussi les villes, en fait. Les villes qui s'étendent en permanence, constamment. Donc, ce sont des nappes de béton, du bitume, et l'eau, en fait, elle fait que enfin, du béton, bitume, acier, verre et plastique, tout ça. Et en fait, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer, elle est expulsée. Je prends un exemple que je connais bien, c'est Quimperlé. Voilà. Il y a la zone de Kerguelen ou la zone de Carignan. Quand moi j'étais gamin, et j'ai vu ça, c'était, mais comme beaucoup de zones, chez toi c'est pareil, hein. C'était des fermes avec des prairies et de Oui, l'élevage. Quand l'eau tombait dessus, donc l'eau était captée, était stabilisée, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, et elle mettait à Quimperlé, elle mettait 2, 3, 4 jours avant d'arriver en bas de Quimperlé. Aujourd'hui, c'est 2 heures. 2 heures après. C'est 2 heures après parce que bah, c'est du béton, c'est du bitume, c'est de l'acier, c'est du. Tu vois, l'eau est expulsée. Or, et là, on va reprendre encore des chiffres. Quand il pleut 1 millimètre de pluie, il pleut 1 mètre d'eau au mètre carré. oui, 1 mètre d'eau au mètre carré, oui. Ouais, ça fait 10 000 litres d'eau sur 1 hectare. Oui, Et il n'y a plus qu'un millimètre. qu'un millimètre. Et tu as déjà 10 000 litres d'eau sur 1 hectare. Oui, Ouais, quand il pleut 1 mètre par an, et c'est à peu près ce qui arrive à Quimperlé, on est à 5 millions de litres d'eau par hectare. oui. C'est énorme, hein? Oui. 10 millions. 10 millions, Quand 10 il pleut millions, 10 millions. 10 millions de litres d'eau par hectare, c'est énorme, hein? Oui, ah oui, sur une Hein, année, mais. sur une année. Mais il pleut 10 millions de litres d'eau dans mes champs, mais sur les zones de Carvinanou et de Kergualer, les zones artisanales et industrielles, il pleut aussi 10 millions de litres d'eau. Oui, sauf que ça s'en va tout de suite, ça part. Voilà, exactement. Et donc le problème est là. Alors déjà, chez nous, ça part un peu trop vite parce qu'on a fait des fossés et on a évacué, mais les villes qui s'étendent, qui s'étendent, qui s'étendent sans cesse, tu penses bien que quand tu as une ville qui a, allez, tu prends un bloc de 200, 300 hectares, avec du béton, du bitume, tu reçois une pluie de 20 millimètres d'eau, et 20 millimètres, c'est pas une pluie énorme, Non? mais tu as 20 millimètres d'eau qui tombe sur 200, 300 hectares, et ben tu crées une inondation. Oui, oui, bah oui. Voilà. Eh bien oui, tout simplement. Donc, quand je dis que, et tu viens de le dire, hein, on crée nos problèmes en fait, hein. Que ce soit les sécheresses ou que ce soit les inondations, on les crée. Malheureusement, on les crée. Alors, et en plus, au-delà de tout ce que je viens de dire, on a encore un problème, c'est la loi. La loi qui veut que l'eau puisse s'écouler sans entrave. Oui, Donc, je vous laisse un moment pour réfléchir. L'eau doit pouvoir couler sans entrave. Ça veut dire qu'il faut laisser l'eau couler et sans la retenir. Donc, nous, en Bretagne, on assiste à une guerre où il y a eu des réserves d'eau qui dataient du 15e siècle, par exemple, tu vois. oui, Et ben, les propriétaires doivent les détruire. Les biefs à travers les cours d'eau doivent être détruits. oui. En fait, c'est l'eau douce, c'est notre eau douce qu'on est en train d'expulser. Et donc, par cette définition de la loi, ça s'appelle la continuité écologique, mais elle est fausse, hein, mais c'est la mauvaise définition. On est en train de vider nos terres, vider tous nos bassins versants, et on envoie tout ça, toute cette eau douce, on l'envoie vers la mer. À la mer, bah oui. Et après, on trouve bizarre qu'on a des sécheresses. Du coup, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent sur l'évaporation, l'évapotranspiration, ça marche qu'à une condition. Mais il la faut. Il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol à disposition des plantes. Si tes plantes n'ont pas d'eau, eh ben, elles se retrouvent en stress hydrique. Oui, Elles ne peuvent plus faire d'évaporation ni d'évapotranspiration. Il n'y a plus d'évacuation de chaleur.
Et là, à un moment donné, tant que tes plantes dessèchent, tu mets notre alimentation dérangée, et là, il te suffit une simple allumette, un mégot, et tu te provoques un incendie. Alors que si on avait de l'eau à disposition, on éviterait le problème. On aurait des températures beaucoup plus clémentes, on sauverait nos cultures et on aurait beaucoup moins d'incendies. Alors, c'est là que j'arrive. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, en fait, il faut faire des réserves d'eau. Alors, quand je parle de réserves d'eau, je ne parle pas des bassines parce qu'elles ont plusieurs défauts. D'abord, la façon de les remplir. Ensuite, elles sont bâchées, donc elles empêchent l'infiltration de l'eau. Et autour des bassines, tu le vois bien, il n'y a rien, il n'y a pas de végétation verte. Donc, tu n'as pas de, t'as pas d'infiltration, tu n'as pas de ruissellement, tu n'as pas d'évacuation de chaleur. Franchement, Il faut trouver une solution pour stocker l'eau, mais une autre solution. ben, c'est pas compliqué, ça s'appelle des mares, des lacs et des étangs. Et ça peut être aussi des tranchées d'infiltration, des tranchées de récupération d'eau. Ça s'appelle comme ça, et on devrait en avoir partout, en fait. Et ça a des techniques. Alors, C'est ce qu'il y avait au Moyen Âge, hein. mais ouais, tout simplement. En fait, tu as dû entendre comme moi, il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui nous disent, ah oui, les castors, là, dès qu'on réintroduit les castors. Et ils font quoi, les castors? Et ils font des barrages, en fait, naturellement, pour avoir de l'eau à leur disposition parce qu'ils ont besoin d'eau. Et du coup, quand ils font un barrage, l'eau est ralentie et, comment dirais-je, en débordant, en sortant du lit de la rivière, va inonder les côtés des prairies de la rivière. Et du coup, ça permet à nouveau la filtration de l'eau. Il y a une part de ruissellement, tu as une part d'évaporation et tu remets en route l'évapotranspiration. En un mot, tu remets en route le cycle de la pluie. C'est ça. C'est ça. Si tu laisses pas le temps à l'eau de s'infiltrer, bah, elle va couler, hein, mécaniquement. Donc, les gens qui disent qu'il ne faut pas retenir l'eau, je trouve que ce sont des inconscients. Tout à fait. Parce que toi, comme moi, ou comme n'importe qui va regarder la vidéo ce soir, si on te demande de boire 1 litre d'eau en une journée, wow, c'est pas un problème. Non, Tu vas le faire. Par contre, si on te dit de boire 5 litres d'eau en 5 minutes, tu ne pourras pas le faire. non. Eh ben, tu penses bien qu'un sol, c'est pareil. Un sol a une certaine capacité d'absorption. Une fois qu'il est saturé, bah, il peut plus, quoi. Il peut pas. Ouais, Si l'eau oui. arrive trop vite, il peut pas. Parce que là aussi, il y a Ça un autre nous problème. amène au travail d'agronomie qu'on fait quand on fait des analyses de sol et qu'on analyse la CEC d'un sol. Mais on va pas trop rentrer dans la technique. Non, non, non. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut laisser le temps à l'eau de s'infiltrer et c'est le but de faire des réserves d'eau. Alors, je prends l'exemple facilement de Tamera. Ça, c'est au Portugal. Tamera, c'est 500 millimètres d'eau par an. Tu vois, ça Très correspond peu. au. Ouais. C'est très. Oui, mais ça fait quand même, tu vois, ça fait quand même 5 millions de litres d'eau à l'hectare, hein, par Oui, an. oui, Ouais, quand même, hein. oui, Donc, c'est pas rien. Donc, 500 millimètres d'eau, c'est à peu près ce qu'il y a dans les Pyrénées-Orientales. oui, oui. À peu de choses près. Et donc, Tamera, c'est un village et ils ont failli le déserter parce que bah, ils disaient, on est en train de crever de soif, on va Oui. mourir. Et ils ont fait venir un Autrichien qui s'appelle Sepp Holzer. Il est venu les voir, et il a regardé comment était fait le paysage, la topographie. Il leur a proposé de faire un étang. Et donc, ils ont mis 3 ans à le remplir. Donc, tu vois, c'est Ouais, pas un petit truc, hein. C'est un truc énorme, hein. Donc, non seulement il a fait une réserve d'eau, et ils ont ouais, planté tout autour. Tout autour, ils ont planté, Donc, le but, c'était de stocker l'eau, favoriser une infiltration sur les côtés et en profondeur, de remettre en route l'évapotranspiration avec la végétation verte, oui. et ils sont perçus qu'ils se sont améliorés. Ils ont retrouvé des pluies. Le niveau d'eau a remonté. Conclusion, aujourd'hui à Tamera, il doit y avoir 12 ou 13 réserves d'eau comme ça, tu vois. Ça, c'est une solution, C'est un bel évidemment. exemple. Mais c'est un excellent exemple. Alors, moi, j'invite tout le monde qui nous regarde, après la vidéo, à taper Tamera Portugal. Juste ça, Tamera Portugal. Et vous allez voir les photos. C'est, vous aurez des photos avant et après. Eh bien, regardez la différence. Regardez la différence. Et vous verrez. En fait, quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Et Bien c'est tout sûr. le problème qu'on a aujourd'hui. C'est tout le problème, c'est que notre eau douce,
on la laisse partir beaucoup trop rapidement. Voire même, je dirais, on l'expulse, que ce soit dans les villes, même dans les campagnes, hein. En fait, nous, dans nos fermes, on devrait avoir le droit, mais on devrait même nous botter le cul, j'ai envie de dire, pour qu'on fasse des réserves d'eau. Alors, ce monsieur, Zappelzer, et qui a écrit des bouquins là-dessus, notamment un qui s'appelle Désert ou Paradis, il estime que 10% de notre surface de ferme devrait être consacrée aux réserves d'eau. Une multitude de réserves d'eau, De petites réserves d'eau. de petites réserves d'eau, bien sûr, de petites réserves d'eau, 10%. Donc, tu as une ferme qui fait 100 hectares, on devrait avoir 10 hectares de réserves d'eau sur nos fermes, réparties sur tout le 10 territoire. hectares pour 100 hectares, Ouais. ça fait Ah, ça beaucoup. paraît énorme, hein. Oui, ça paraît Mais oui, énorme, hein. mais même si tu es à 5%, déjà, ça serait énorme. Et ces réserves d'eau devraient être connectées. Alors là aussi, j'invite les gens à taper Zappelzer, Autriche, et vous allez voir ce qu'il a fait chez lui. C'est ébouriffant. Moi, je dis ça, c'est éblouissant. C'est fantastique ce qu'il a fait. Et donc, on devrait faire des réserves d'eau chez nous un peu partout sur Oui. nos fermes. Eh ben, va faire ça aujourd'hui et tu as un procès, tout de Ah ben suite. non, tu peux pas. Eh Donc, ben non, tu as un procès. Mais est-ce c'est que, absolument. est-ce que tu as Oui. un mot de conclusion? Je vois qu'il reste 2 minutes. Est-ce que tu as un mot de conclusion? Alors, le mot de conclusion, En 1 minute ça et veut dire. quelques. Oui, oui, oui. Le mot de conclusion, c'est bien la végétation qui fait le climat et pas l'inverse. Quand il y a de la végétation verte, on aura de la pluie. C'est parce qu'il n'y a pas de végétation qui pleut pas dans le désert et c'est pas l'inverse. Et c'est parce qu'il y a une végétation luxuriante dans les forêts équatoriales qui pleut régulièrement. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est bien la végétation, mais donc il faut une végétation qui a besoin d'eau. C'est bien la végétation et le modèle agricole qui, avec la politique des villes, hein, t'en as parlé, c'est la Oui, politique des villes, cette politique, bah, l'industrialisation de nos économies, qui est oui, en lien avec la pluviométrie sur les territoires. oui. Et j'aurais envie de dire, en ce moment, tu vois, avec le climat qu'on a, la température qu'on a, on devrait justement remettre de l'eau sur nos terres, remettre de l'eau dans les villes pour faire baisser la température. Ça va être plus facile de dormir à 24 degrés qu'à 40, Oui. on est bien d'accord. Et on devrait remettre de l'eau sur nos terres pour sauver nos cultures, favoriser l'évaporation et l'évapotranspiration et préparer les futures pluies. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de nous dire qu'il faut économiser de l'eau. Donc, l'eau qu'on a balancée avant, il ne faut pas déconner non Donc plus. on a balancé avant. Voilà, l'eau qu'on a balancée avant. Si on l'avait gardée, aujourd'hui, on le retrouverait. Et du coup, ça permettrait de relancer le cycle de la pluie. Donc, en économisant l'eau comme on est en train de faire, on va faire monter les températures, créer des incendies et on va retarder le retour des pluies. En fait, on est dans une logique mortifère absolument, c'est inconséquent ce qu'on est en train de faire. On fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Bon, Voilà. écoute Pierrick, je te remercie et puis je te dis Non? à la prochaine fois dès que tu veux intervenir. Ouais, ouais. À très bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Merci.